Je rappelle, vous êtes professeur émérite au CEA de Saclay, au laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, et vous allez nous parler donc des diagrammes de Feynman et la partition du modèle standard, je crois. Très bien, merci. Bien, bonsoir et merci de m'avoir invité à participer à cette réunion fort intéressante à laquelle je regrette de ne pas avoir pu participer davantage. Donc j'ai choisi comme thème les diagrammes de Feynman, comme étant réellement la partition, au sens de partition musicale, du modèle standard. Vous savez que la physique, que le XXe siècle a été finalement le siècle d'une véritable révolution scientifique et qui a concerné la physique, avec essentiellement le rapprochement des deux grandes théories qui sont apparues au début du XXe siècle, la relativité et la théorie des quanta. Et ce rapprochement s'est opéré et a connu un véritable tournant au milieu du XXe siècle avec l'introduction, grâce à Feynman, d'une nouvelle méthodologie, d'une reformulation de la physique quantique en termes de ce qu'on a appelé l'intégrale de chemin. Et cette intégrale de chemin peut être visualisée, peut être réellement écrite en termes de ces diagrammes de Feynman, dont je vais essayer de vous donner quelques aperçus au cours de cette conférence. En fait, l'importance de ce modèle standard, c'est qu'elle a débouché sur le fait qu'on a pu vraiment identifier ce que l'on peut appeler la matière première de l'univers, les ingrédients de base de l'univers. Quand on n'était qu'au stade de la mécanique classique, en fait, les ingrédients de base de l'univers, c'était les points matériels, qu'on avait vraiment envie d'identifier aux atomes, et ce que l'on a pu identifier aux atomes à la fin du XIXe siècle, et puis des forces. Mais ces forces, c'était quelque chose, c'était un peu le point aveugle de cette théorie, de la mécanique rationnelle. On devait se les donner, on devait les mettre à la main en quelque sorte, et comme le disait Newton, hypotheses non fingo, je ne forge pas d'hypothèse à propos des forces. Et en fait, cette mécanique a évolué, elle a évolué dans les deux directions, en direction du point matériel et dans la direction de la compréhension des forces. Le point matériel a débouché grâce au recours aux méthodes statistiques sur la théorie cinétique de la matière et sur la thermodynamique statistique, qui ont permis réellement de faire la jonction entre l'hypothèse atomique, qui date de 25 siècles, et la mécanique rationnelle, et le programme de la mécanique rationnelle. Mais de son côté, l'autre évolution a concerné le concept de force. On avait la force de la gravitation, mais une autre force a été comprise au XIXe siècle, la force électrique et la force magnétique, et au sein d'une théorie qui unifie les phénomènes électriques, magnétiques et optiques, la théorie électromagnétique de la lumière, développée par Maxwell, on a réussi à vraiment étendre le domaine d'application de la mécanique à ce que l'on appelle des champs. Un champ étant une certaine entité, une certaine structure définie en chaque point de l'espace et à chaque instant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce concept de champ a pris de plus en plus d'importance et la révolution de la relativité a élevé ce concept de champ au rang de concept fondamental, de concept premier. Et comme le dit Einstein, le champ est finalement la découverte du champ, c'est la découverte la plus importante depuis Newton, et le champ est une réalité au même titre que l'objet matériel dans la mécanique de Newton. Et ceci a permis à Einstein de se débarrasser du modèle absolument peu crédible de l'éther, qui était nécessaire pour expliquer la propagation de la lumière. Mais en fait, la lumière est un champ, c'est un champ relativiste. Et alors donc, ce qui s'est passé dans la physique du XXe siècle, cette identification de la matière première de l'univers, c'est que cette matière première de l'univers, ces ingrédients de base de l'univers, comme les appelle Weinberg, qui est un des grands auteurs de la théorie quantique des champs. Les ingrédients de base de l'univers sont des champs quantiques en interaction locale. Alors, de quoi s'agit-il? Ce sont des champs quantiques, c'est-à-dire ce sont des champs, c'est des champs relativistes, c'est-à-dire qu'ils sont définis en chaque point, non plus de l'espace et à chaque instant, mais en chaque point de l'espace-temps,
Et ils obéissent à leur loi de propagation, obéissent à la cinématique de Lorentz. Donc, en ce sens, ils sont relativistes. Et alors, mais ce sont des champs quantiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des fonctions ou un ensemble de quelques fonctions définies en chaque point de l'espace-temps, mais ce sont des opérateurs, c'est des ensembles de quelques opérateurs définis en chaque point de l'espace-temps. Alors, ces opérateurs sont des opérateurs qui produisent ou détruisent une particule, un quantum de champ. Et ce quantum, ça peut être une particule ou une antiparticule. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Et ils sont en interaction locale, c'est-à-dire que ces champs, d'abord, ces champs sont plusieurs, il n'y a pas qu'un champ, il peut y avoir plusieurs champs, mais ces champs sont en interaction, c'est-à-dire qu'ils peuvent être couplés sous la forme de produits de ces champs évalués au même point de l'espace-temps. Et alors, cette partition de la physique a été un peu élaborée par Feynman avec son approche par l'intégrale fonctionnelle ou somme sur tous les chemins. Alors, voilà de quoi il s'agit. Il est parti, alors je vais passer au tableau, il est parti d'une réflexion sur l'électromagnétisme, sur la façon dont on peut décrire la propagation de la lumière. Et on a le principe de Fermat. Vous savez que par exemple, vous avez un miroir, vous avez une source et un observateur ici, et le trajet de la lumière, c'est celui qui minimise le chemin optique, c'est-à-dire le temps mis pour parcourir ce chemin. Et alors, si vous prenez le symétrique de la source ici, eh bien vous avez ici une ligne droite, et ça c'est le chemin minimum. Donc ce chemin est égal à la somme de ces deux chemins, et c'est ça qui est le chemin minimum. Et ça c'est le principe de Fermat. Mais ce que note Feynman, c'est que ce principe de Feynman, il est postulé. Il est postulé sans démonstration. Mais si on accepte l'idée que la lumière est une onde, et c'est un champ, si on étudie la propagation de ce champ d'après le principe de Huygens, qui nous dit que le champ évalué sur une certaine surface, c'est la somme de toutes les ondelettes qui sont émises sur une surface intérieure, on doit considérer tous les chemins possibles qui vont de cette source à ce point d'observation. Et cette somme sur tous les chemins possibles, eh bien, ce qui se passe, c'est que ces chemins possibles, dans le cadre de l'optique, c'est des rayons. Un rayon, c'est une ligne de propagation qui est normale aux surfaces d'onde. Donc, si vous prenez la somme de tous les chemins, vous apercevez que les chemins qui s'écartent du chemin du principe de Fermat interfèrent destructivement entre eux, et que finalement, il n'y a que celui-là qui subsiste. Et alors donc, ce que fait Feynman, il part à propos de la théorie quantique, du fait qui a été observé par De Broglie en 1924, de la dualité onde-corpuscule, qui nous dit que les phénomènes ondulatoires, comme la lumière, ont une interprétation corpusculaire aussi, et les phénomènes corpusculaires, comme par exemple la propagation des électrons, ont aussi une interprétation ondulatoire, c'est-à-dire qu'on peut associer à l'électron un champ qui est à l'électron ce que le champ électromagnétique est au photon. Et s'il applique le principe de Huygens pour la propagation des particules, mais considérées comme des champs, il obtient le principe de moindre action pour les particules. Donc, principe de moindre action pour le mouvement des particules est l'analogue du principe de Fermat pour la propagation de la lumière. Et donc, il a été amené à proposer d'unifier en quelque sorte ces deux points de vue, le point de vue ondulatoire et le point de vue corpusculaire, sont contradictoires en physique classique. Et donc il y a un problème qui est un problème de dualisme. Il y a la théorie des champs et la théorie des points matériels. Et d'ailleurs Einstein a buté sur ce problème du dualisme, il n'a pas réussi à le résoudre. Il a dit une théorie cohérente ne doit pas faire coexister le concept de champ et le concept de point matériel. Il a essayé de faire dériver le point matériel du champ, il n'y est pas parvenu. En fait, il n'y est pas parvenu parce que les particules ne sont pas des points matériels. Voilà, je crois que c'est ça vraiment la grande découverte, c'est qu'en fait,
si on considère que l'objet fondamental, c'est un champ quantique, donc c'est un champ, sa propagation obéit finalement à la physique classique, mais ces interactions, comme elles doivent se passer en un point d'espace-temps, elles sont nécessairement quantiques. Et c'est là qu'apparaissent les aspects quantiques. Alors, comment se présente cette somme sur tous les chemins? Alors, cette somme sur tous les chemins, on va le faire dans un cas, un exemple concret, qui est l'exemple de l'électrodynamique quantique, qui est la théorie quantique et relativiste de l'interaction électromagnétique. C'est donc l'interaction électromagnétique des électrons. En fait, en termes de champ quantique, ceci fait intervenir deux champs quantiques. Alors, les champs quantiques, je vais les désigner avec une lettre majuscule. Il y a le photon, c'est le champ quantique dont les photons avec une minuscule sont les quanta. D'accord? L'électron, c'est le champ quantique dont les quanta sont l'électron. C'est pas la peine de mettre un S, hein, c'est le nom générique. C'est l'électron, mais ce qui est nouveau, c'est qu'avec seulement l'électron, ça ne suffit pas pour décrire le champ quantique électron. Il faut rajouter l'anti-électron, ou positon. Donc, en termes de particules, l'électrodynamique quantique, c'est les interactions entre des électrons, des positons et des photons. En termes de champ quantique, c'est l'interaction, c'est la propagation et le couplage de l'électron et du photon, avec des majuscules. Alors, le photon, on le représente, si vous voulez, la ligne de propagation d'un photon, on la représente comme une ligne ondulée, parce que on veut se rappeler quand même que le photon, c'est une onde, quoi. Et puis, l'électron, on le représente comme une ligne orientée. En l'orientant, vous voyez que vous avez les deux orientations, vous avez la possibilité d'avoir des électrons et des anti-électrons. Alors, vous avez donc les notes de cette partition, c'est le propagateur du photon, le propagateur de l'électron. Alors, quand je dis le photon, c'est peut-être le photon avec une majuscule, parce que suivant la position dans le diagramme, qui est la partition, suivant la position, le photon est on peut le considérer plutôt comme une particule que comme une onde, ou alors plutôt comme une onde que comme une particule. Et la même chose pour le photon. Et alors il y a une troisième note qui est le vertex, qui est le couplage. Et à partir de ces notes de base, vous pouvez construire pour tout processus relevant de l'électrodynamique quantique, entre parenthèses, électrodynamique quantique en anglais, c'est QED, et QED, c'est la même chose que Quaderat Demonstrandum. Ça marchait vraiment bien. Et donc, à partir de ces trois éléments de base, vous pouvez construire pour tout processus les diagrammes qui représentent la somme sur tous les chemins possibles. Alors, on va prendre un exemple qui a permis de mettre en évidence le photon, le caractère corpusculaire de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'effet Compton. Qu'est-ce que c'est? Vous avez, alors, on va le symboliser comme ça. Vous avez, ici, c'est la boule qu'il va falloir explorer pour sommer sur tous les chemins. Vous faites entrer un électron, vous faites entrer un photon, et puis il y a un choc entre le photon et l'électron. Et il sort de là un électron et un photon. Et vous allez analyser tous les diagrammes que l'on peut faire avec ces trois éléments de base qui décrivent cette réaction. Alors, le diagramme le plus simple, c'est celui qui correspond à l'approximation classique. C'est-à-dire, si le photon était un point matériel, si l'électron était un point matériel, ça serait le choc élastique du photon et de l'électron. Alors, c'est le diagramme le plus simple qu'on puisse dessiner. Le diagramme le plus simple qu'on puisse dessiner, il y en a plusieurs. Mais je vais en dessiner un qui va vous permettre de voir un peu mieux les choses. Vous avez un électron qui arrive,
ici, il y a le photon final qui arrive. Là, vous avez le photon incident qui cogne sur l'électron et l'électron sort. Alors, ça, il faut toujours les orienter, hein. Voilà, ça c'est un premier diagramme. Alors, pour le moment, ce diagramme, il faut l'interpréter comme un diagramme qui se situe dans une intégrale, dans une somme sur tous les chemins. C'est-à-dire que ces deux points sont des points d'espace-temps. Il y a un point X et un point Y, et il y a quelque part une intégrale des X, des Y. Alors, il y a un intégrant qui est compliqué, je ne veux pas l'expliquer. En tout cas, vous devez intégrer sur X et Y. Alors, vous voyez, je vais mettre ici, je vais compléter ce diagramme en mettant une petite flèche très importante, qui est la flèche du temps. Alors, la flèche du temps, je vais la dessiner avec une autre couleur. Elle est quelque part par là. Ça signifie, ceci indique le temps qui s'écoule, hein, la direction dans laquelle s'écoule le temps. Donc, vous avez un électron qui émet un photon et qui, après, dans ce cas-là, est cogné par un photon et qui devient l'électron final. Entre parenthèses, vous voyez que d'après ce diagramme, ce photon n'est pas le même que celui-là. Alors que classiquement, on a envie de dire que c'est un photon qui rebondit, quoi. Donc, ça n'est pas le même que celui-là. Mais vous devez sommer sur tous les X et tous les Y. Donc, il y a cette contribution, plus une autre, toujours avec cette flèche du temps, hein, plus une autre dans laquelle le point Y est avant le point X. C'est-à-dire, vous avez ceci. Mais Y a lieu avant X. Et ça doit être pris en compte. Mais alors, ce qui se passe, c'est que vous voyez que cet électron, il remonte le temps. Un électron qui remonte le temps, c'est un anti-électron qui le descend. Autrement dit, cette réaction, ici, elle s'interprète comme étant émission suivie par absorption d'un photon. Ici, vous avez matérialisation d'un photon en un électron et un anti-électron, suivi par l'annihilation de l'électron et de l'anti-électron en un photon. Et ces deux processus doivent être pris en compte. Et en fait, c'est la somme des deux qui compte. Et cette somme peut interférer. Vous voyez, des interférences pour des particules, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Pour des champs, ça veut dire quelque chose. Ça signifie qu'en fait, les particules qui arrivent dans des vertex et qui partent à l'infini sont ce qu'on appelle des particules réelles. C'est-à-dire qu'on peut vraiment les considérer presque comme des particules. C'est des quasi-particules. C'est-à-dire que c'est des détecteurs. Il y a des détecteurs qui permettent de les signaler comme dans l'état initial et de les détecter dans l'état final. Ici, cette particule, on dit qu'elle est virtuelle. Si on parle en termes de particules, elle est virtuelle. Mais si on se rappelle que c'est un champ, on ne peut pas dire que ce soit virtuel. Ça, c'est comme la ligne de propagation d'un champ. C'est-à-dire, quand il est enfermé dans cette boule-là, hein, les particules, on a des champs. Et on a les particules seulement à l'extérieur. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est on peut effectuer cette somme sur X et Y. Il se trouve qu'ici, il y a des exponentielles parce que c'est des propagations d'ondes planes. Et en fait, il y a des intégrales qu'on peut faire. Et ce qui se passe, c'est qu'on obtient en transformé de Fourier. C'est-à-dire en se mettant dans l'espace des énergies et des quantités de mouvement. Cette somme de tout sur tous les X et tous les Y se ramène à un seul diagramme qui est le même, qui est toujours le même. Il est un peu déformé topologiquement, mais c'est le même. C'est-à-dire que maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que quand je passerai en transformé de Fourier, j'aurai ceci. Je peux le mettre vertical si j'ai envie, mais je peux le mettre comme je veux, hein. Alors le vertex, on va le mettre par exemple en bleu. Alors, la signification du vertex dans l'espace des impulsions, c'est que c'est simplement la conservation de l'énergie et de l'impulsion lors de l'interaction locale. C'est-à-dire que l'énergie, la somme des deux énergies ici est égale à celle-là.
la somme des deux quantités de mouvement en forme de vecteur est égale à celle-là. Donc il y a simplement la conservation de l'énergie impulsion à chaque vertex. Et alors, ceci étant, on peut quand même garder présent à l'esprit la flèche du temps. Bien qu'on ait intégré sur l'espace et le temps, il reste la flèche du temps. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est vous continuez à écrire la flèche, à supposer que la flèche du temps est là, mais imaginez que vous dessinez le même diagramme, mais avec une flèche du temps qui serait comme ça. Alors c'est à nouveau un effet Compton. En l'occurrence, c'est l'effet Compton, mais pris dans une autre configuration. J'aurais pu dessiner une autre réaction intéressante, qui est la diffusion élastique de deux électrons. Et je me mets tout de suite dans la représentation des moments. D'accord? Dans ce cas-là, vous avez le diagramme le plus simple, c'est la collision électron-électron avec échange d'un photon. Et ça vous redonne la force de Coulomb. Donc ça redonne l'approximation classique très facilement. Cela étant, vous pouvez vous mettre dans l'espace des impulsions ou des quantités de mouvement ou des moments. Et si vous mettez la flèche du temps comme ça, c'est la diffusion élastique électron-électron donnant électron-électron. Mais si vous mettez la flèche du temps comme ça, c'est annihilation électron-positon en un photon virtuel qui se matérialise après en une paire positon-électron. Et donc vous voyez que vous avez vous pouvez jouer exactement comme avec des notes, vous pouvez écrire des tas de morceaux de musique différents. Donc si vous reprenez ceci, vous vous apercevez que alors ceci ça décrit la propagation du photon, la propagation de l'électron, aussi bien en tant que champ qu'en tant que particule, mais quand il y a une interaction, les effets quantiques devront être pris en compte. Et alors ceci, ça peut se regarder de plusieurs façons différentes. Par exemple, je mets toujours la flèche du temps dans ce sens-là, toujours dans ce sens-là. Eh bien, vous avez soit l'émission d'un photon par un électron, ou alors l'absorption d'un photon par un électron, qui change son énergie. Le photon apporte ou enlève de l'énergie et de la quantité de mouvement. Et puis vous avez aussi la possibilité, toujours avec le même diagramme, simplement il suffit de le tourner un peu, vous avez l'annihilation électron-anti-électron en un photon, ou la matérialisation d'un photon en un électron et un anti-électron. Donc tout ceci est décrit par le même diagramme. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que si l'on considère l'électrodynamique quantique, alors on peut l'explorer en faisant des collisions électron-électron, ou électron-proton, parce que le proton a une charge, et donc et le proton participe à l'interaction électromagnétique, et puis on s'est aperçu qu'en envoyant des électrons sur des protons, on a mis en évidence une structure interne au proton, et c'est comme ça qu'on a découvert les quarks, qui sont les particules élémentaires dans l'interaction électromagnétique. Mais on a découvert le positon, on a appris à accélérer des positons, à les stocker, à les garder, et à les faire entrer en collision avec des électrons. Ça s'est fait d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe au LEP. Pendant 10 ans, le LEP a travaillé sans arrêt. Et ce qui est passé avec le LEP, c'est que vous provoquez des annihilations électrons-positons. Et alors, ça c'est très intéressant parce que vous avez ici, vous commencez à échanger un photon virtuel, et puis après il peut se matérialiser, mais en autre chose que un électron et un anti-électron. Il peut se matérialiser en un quark et un anti-quark. Il peut se matérialiser en un mu plus et un mu moins, donc en des tas d'autres particules. Autrement dit, on va pouvoir explorer tout ce qui se couple au photon.
Et c'est comme ça que finalement, et puis alors d'autre part, on s'est aperçu qu'il y a une autre particule qui est couplée à l'électron et l'antiélectron, c'est le boson intermédiaire Z0, qui est beaucoup plus lourd que le photon est sans masse. Mais vous avez cette interaction, vous avez ici un Z0, ici c'est ce qu'on appelle un photon, hein, un gamma, et là vous avez un peu tout ce que vous voulez. Et il se trouve que le Z0, il a une masse de 90 GeV, vous pouvez contraindre l'énergie des collisions électrons-positrons, elle est fixée justement à cette énergie-là, et donc vous avez une résonance due à la production de ce Z, c'est-à-dire que vous avez des probabilités très importantes d'événements, et vous pouvez explorer complètement tout ce qui se passe. Et alors, ce qui se passe avec ça, c'est que cette théorie de l'électrodynamique quantique, elle marche bien. Alors, on a rencontré deux problèmes avec la théorie quantique des champs. Le premier problème, c'est ces particules qui ont l'air de remonter le temps. Et en même temps qu'elles remontent le temps, ils ont une énergie négative. Et cette énergie négative, ça n'est pas tolérable dans une théorie consistante de la physique. On ne peut pas avoir des énergies négatives. Si on avait des énergies négatives, ça voudrait dire qu'on pourrait sortir de l'énergie du néant. Ça serait que l'énergie serait gratuite et ça, c'est pas possible. Et donc, il y avait le problème de l'énergie négative, mais il y a eu un autre problème très sérieux qui a été rencontré, c'est le problème des infinis. Alors voilà comment les choses se présentent. Je vous ai dit que les ingrédients de base, ce sont des champs qui se couplent localement en un point d'espace-temps. Mais il se trouve que ces champs, ça n'est pas des bonnes fonctions, ça n'est pas des bonnes fonctions analytiques de l'espace-temps. Ce sont des distributions. C'est ce qui a été inventé par Laurent Schwartz en particulier. Et on doit prendre des produits de distribution évalués au même point. Et ça, c'est mal défini. Ça signifie qu'en fait, que dans le développement, dans la somme sur tous les chemins, on a des diagrammes plus compliqués que ceux-là qui peuvent intervenir. Alors, je vais vous en dessiner un, par exemple. C'est celui-ci, où vous avez donc l'échange d'un photon, mais sur son chemin, le photon rencontre une boucle électron-anti-électron. Vous voyez bien que ceci, c'est parfaitement possible. Hein. Il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte de ça. Eh bien, ce qui se passe, à cause du fait que le produit de trois distributions est mal défini en un point, au même point, l'intégrale, parce que ici il y a une intégrale. En effet, si vous appelez E et K l'énergie de cet électron, il suffit que cet anti-électron enlève la quantité d'énergie requise pour conserver l'impulsion ici et ici, bien, E et K est complètement indéterminé. Donc vous devez intégrer sur E et K. Et si vous intégrez sur E et K, eh bien ça diverge. Et il y a des divergences, donc cette contribution qui aurait dû être une petite correction. En effet, les corrections sont affectées, vous voyez ici vous avez 4 vertex. Eh bien, le fait d'avoir 4 vertex ici, c'est que l'amplitude associée à ce diagramme est en E puissance 4. Et comme E est un nombre petit, on peut considérer que E puissance 4, c'est petit par rapport à E au carré, et donc c'est une petite correction. Mais malheureusement, c'est multiplié par l'infini. Et ça, c'est un problème qui risquait de réduire à néant tous les espoirs que l'on avait fondés sur cette théorie. Eh bien, ce qui a pu être montré, c'est qu'en réalité, il y a un moyen de se dépatouiller de ces infinis. Cette procédure s'appelle la renormalisation. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça serait un peu trop compliqué. Disons, cette renormalisation consiste à partager, à séparer en deux les valeurs des paramètres fondamentaux de la théorie. Vous avez ici, comme paramètres fondamentaux, la charge E et la masse M de l'électron. Ce E, vous le scindez en deux. E0 et E physique.
Alors, E0, c'est ce qu'on appelle la charge nue. C'est la charge qu'aurait l'électron s'il n'y avait pas d'interaction. Vous voyez, ça, c'est quelque chose de pas très physique. Et E physique, c'est la charge de l'électron compte tenu du fait qu'il y a des interactions. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu que les infinis ne sont là que parce que on s'acharne à exprimer les quantités physiques en fonction de E0. Si vous arrivez à les exprimer en fonction de E physique, il n'y a plus d'infini. Alors, E physique, c'est quelque chose qui se mesure expérimentalement. Donc, en fonction d'un paramètre mesurable expérimentalement, vous pouvez exprimer des quantités physiques. Et il se trouve qu'une théorie dans laquelle ceci est possible est ce que l'on appelle renormalisable. L'électrodynamique quantique est renormalisable. Donc on a trouvé des quantités qui sont expérimentalement mesurables et théoriquement calculables. On fait la comparaison, on a un accord qui est absolument fabuleux. 11 chiffres significatifs qui coïncident. C'est la largeur d'un cheveu sur la distance Paris-New York. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça a été considéré comme vraiment un succès fantastique. Eh bien, on a compris ceci, et sur le modèle de l'électrodynamique quantique, on a pu construire la théorie de l'interaction forte et la théorie de l'interaction faible. Toujours avec ce même schéma, avec un jeu de notes qui s'est un peu enrichi. C'est-à-dire qu'en plus de l'électron, on a le quark. En plus du photon, on a le gluon, on a le boson intermédiaire. Mais cela étant, les règles sont pratiquement les mêmes et la procédure de renormalisation fonctionne. Et voilà donc où on en est aujourd'hui. Il reste un chaînon manquant dans ce modèle standard. C'est qu'en fait, en plus de... Alors, il faut que je résume ici quels sont les champs quantiques fondamentaux que l'on a. On a le quark. Alors le quark, c'est compliqué, hein. C'est 6 quarks avec une minuscule, plus les antiquarks. Et en fait, ces 6 quarks qui sont chacun multiplié par 3, parce qu'ils existent en 3 couleurs. Donc c'est 18 quarks et 18 antiquarks. Les quanta du quark, c'est 18 quarks et 18 antiquarks. C'est un petit peu plus compliqué, mais après tout, c'est une complexité avec laquelle on sait se débrouiller, hein. Donc on peut mettre tout ça dans un ordinateur et faire des calculs. On a des algorithmes précis. Vous avez ce qui généralise l'électron, on appelle ça le lepton. Et en fait, oui, alors le lepton, ça comprend l'électron et l'antiélectron, le muon, le mu plus et le mu moins, le tau plus et le tau moins, et encore d'autres leptons qu'on appelle des neutrinos. Tout ça, ça fait partie du lepton. Vous avez le photon, lui il reste. Vous avez le boson faible. Donc tout ceci est très bien. Mais pour que la théorie marche, on avait besoin, il a fallu rajouter un autre champ, qu'on appelle le Higgs. Higgs du nom d'un physicien, je crois qu'il est irlandais, d'un physicien. Et alors ce boson, ce Higgs, c'est un boson. Son quantum, c'est le boson de Higgs. Et ce boson de Higgs n'a toujours pas été découvert. Et c'est vraiment un peu la clé de voûte, c'est l'épreuve de vérité de toute cette théorie. Et on espère qu'il sera découvert d'ici 2 ou 3 ans, quoi, quand le LHC, le grand collisionneur du CERN, qui va entrer en fonctionnement en 2008, qui va réaliser les plus grandes expériences scientifiques jamais faites. Jamais, hein, vraiment. C'est un engin de 27 km de circonférence. Alors, en gros, la longueur du périphérique à Paris, et qui fait intervenir des détecteurs qui sont absolument monstrueux, un immeuble de 5 étages, enterré à 100 mètres de profondeur, avec 1200 à 1300 physiciens venus du monde entier qui sont en train de préparer ces expériences depuis 20 ans. Hein. Depuis 20 ans, ils sont en train de travailler là-dessus. Et donc l'idée, c'est d'essayer de mettre en évidence
ce boson de Higgs, qui va venir en quelque sorte apporter une sorte de preuve de vérité de toute cette construction. Hein. Parce que par ailleurs, il faut voir que cette théorie quantique des champs, elle n'intervient pas que là. L'électrodynamique quantique, l'électromagnétisme, on a très souvent entendu dire dans des conférences de vulgarisation que l'interaction électromagnétique, c'est celle qui préside à la physique atomique, à la physique moléculaire, à la chimie, etc. Mais classiquement, avec l'électromagnétisme classique, vous n'arriverez jamais à faire un atome. Si un atome se fait, c'est parce que l'électron est un champ quantique. L'électron est délocalisé. Les atomes crochus de la chimie, c'est parce que l'électron peut se passer d'un atome à l'autre. Il faut qu'il soit délocalisé. Il faut que ce soit un champ. Et on a pu vérifier que l'aspect champ des particules de matière est vrai. Il y a des gens, il y en a un que je connais très bien, de cette maison, hein, c'est mon frère, il a travaillé sur les atomes froids, il sait ralentir et refroidir des atomes de telle sorte que l'aspect ondulatoire de la matière soit mis en évidence. On sait faire maintenant des lasers à atomes. C'est des lasers dans lesquels les photons sont remplacés par des atomes, voire par des molécules. On sait faire des champs de fullerène. Vous savez, les fullerènes, c'est des espèces de molécules avec 60 atomes de carbone qui ressemblent à des ballons de football. Eh bien, c'est des quantas de champs. On arrive à faire des effets d'interférence avec des fullerènes. Et donc tout ceci, ça avait besoin quand même d'être confirmé dans des bases très solides et très fondamentales. Eh bien, entre autres, il y a la découverte de ce boson de Higgs pour arriver à tester tout ça. Je préfère en rester là, de toute façon à donner un peu de temps, donner peut-être un peu plus de temps à la discussion, mais je pense que ça va. Voilà. Voilà, je vous remercie. Bien, merci, ça nous laisse tout le temps cette fois-ci pour... Oui, Charles. Il faut la lumière en dessous. Oui, Gilles, merci pour cet exposé très diagrammatique et très dense. Juste une ou deux curiosités pour le philosophe, c'est que ce qui est impressionnant aussi dans les diagrammes de Feynman, c'est que, disons, l'opérativité physique des diagrammes a précédé sa justification mathématique rigoureuse. Ce qui est intéressant sur le problème, sur de nombreuses questions, puisque il y a aussi des gens, quelqu'un d'ici, Pierre Cartier, Cécile de Witt, qui ont travaillé sur l'aspect mathématique et ont sorti un livre relativement récemment. Ça, c'est un point. Je me suis un peu intéressé à la question de savoir d'où Feynman aurait pu tirer, disons, cette idée des diagrammes. Et en fait, je suis tombé sur une déclaration de Feynman qui dit ce qui lui a donné l'idée de ces diagrammes, c'est dans un traité d'un algébriste qui s'appelle Aitken, des années 30, qui avait créé un symbolisme, si on peut dire, des diagrammes pour des multiplications de matrices. Ça, je te montrerai, j'ai retrouvé les diagrammes. C'est assez intéressant parce qu'évidemment, il y a un rapport avec les matrices dans tout ça, mais l'image, là, c'est ce qui l'a conduit à forger ses propres diagrammes. Et puis sur le principe du minimum, parce qu'il était question aussi de ça, dans le discours de commémoration de la mort de Lejeune Dirichlet, Minkowski comparait le principe du minimum à ce qu'il appelait, je cite, et je trouve ça très beau, le véritable principe de Dirichlet, celui de résoudre un problème par un minimum de calcul aveugle et un maximum de vision d'idées. Et c'est quelque chose dont je parlerai demain, mais je trouve que la formule est extraordinaire, venant de Minkowski, mais applicable évidemment à la pensée diagrammatique en général, mais en particulier évidemment à Feynman. Quand on voit quel support
théorique, intuitif, imaginatif, ces diagrammes sont pour le modèle standard. Hein. Donc voilà, c'est juste 2 ou 3 petites remarques. Merci pour cette évocation. Il y a aussi une chose dans son ouvrage autobiographique, là, vous voulez rire, M. Feynman. Il raconte que quand il était jeune, dans sa chambre d'hôtel, il passait son temps à observer le mouvement de fourmis et qui suivaient le chemin plus court pour aller trouver leur nourriture, et puis elle finissait par construire le plus court chemin. Donc visiblement ça l'a obsédé, quoi. Il raconte aussi qu'il avait, il y avait un magicien qui venait faire une démonstration, qu'il était capable de retrouver un objet que des gens avaient caché, et simplement il demandait de donner la main à celui qui avait caché, et il le suivait, et puis il percevait des mouvements de résistance ou de facilité qu'il choisissait pour arriver très rapidement à l'objet trouvé. Et il a dit qu'il a fait lui-même l'expérience et qu'il avait réussi, à le faire, quoi. Donc visiblement on sent que c'est quelque chose qu'il a beaucoup travaillé, quoi. Alors cela étant, et c'est vrai qu'il s'est quand même beaucoup inspiré de Dirac, hein, qui était quand même le point. Cela étant, au plan de la rigueur mathématique, cette intégrale fonctionnelle, qui est en fait une intégrale sur une quantité infinie, continue de variables, c'est quelque chose qui est très mal défini. Et donc il faut en fait discrétiser, et ça reste toujours très mal défini. On lui a reproché, qu'est-ce que vous allez vous embêter avec ça? On a l'équation de Schrödinger, ça marche. Je me demande si vous restez avec la présentation si on en était resté avec la représentation de Schrödinger, on n'aurait jamais réussi à découvrir le modèle standard. Parce que le modèle standard est très bien adapté à tenir compte des effets relativistes, à tenir compte de toutes les symétries, en particulier des symétries de jauge, qui sont le principe unificateur, le principe directeur de toute la physique des particules modernes. Et d'autre part, finalement, bien que le papier original dans lequel il introduit sa méthode s'appelle A Space-Time Approach to Non-Relativistic Quantum Mechanics, en fait c'est une théorie de champ. En fait ce qu'il fait, c'est qu'il fait une théorie de champ où il prend le champ qui est associé aux particules. Il dit tout à fait à la fin, oui, ben ça doit être facile de généraliser ça à la relativité, quoi. Évidemment il avait ça en tête, hein. Je voudrais d'abord signaler que sur un site web très connu contenant le mot tube, que je ne nommerai pas, il y a en ce moment beaucoup de vidéos de Feynman qui parlent. C'est très intéressant. Elles ne sont pas doublées, mais enfin elles ne sont pas sous-titrées. Et je voulais poser une question que François aurait pu poser en fait, par rapport justement à la différence avec l'écriture musicale. François insiste beaucoup sur le fait que l'écriture musicale, son efficacité repose entre autres sur de la redondance. Tu dis ça souvent. Est-ce qu'il y a de la redondance? C'est une question que je ne me suis jamais posée dans les diagrammes de Feynman, ou est-ce qu'ils contiennent juste ce qui sont sharp au point de vue informatif? On peut dire qu'il y a de la redondance dans le fait que on peut regarder un même processus de plusieurs façons différentes. On peut le regarder comme ça ou le regarder par en dessous. Effectivement, par certains côtés, il y a de la redondance. Et puis, par contre, ce qu'il faut bien voir, ce qu'on a un peu tendance à oublier, c'est qu'en général, les gens qui sont bien habitués aux particules, quoi, à la physique des particules, je dirais, finalement, j'ai rencontré ce problème, hein. J'ai commencé à faire de la physique au début des années 60. Il se trouve qu'au début des années 60, la situation était un peu désespérante pour la théorie des champs. Parce qu'on avait trouvé que ça marchait très bien pour l'électrodynamique quantique, mais pour les trois autres interactions, ça ne marchait pas du tout. Pour l'interaction faible, parce que d'abord il y avait très peu de données expérimentales, l'interaction étant très faible, on avait à sa disposition 2 ou 3 désintégrations de la radioactivité, c'est tout. Et d'autre part, le modèle de théorie des champs qu'on aurait pu penser appliquer à l'interaction faible, c'était le modèle de Fermi, et ce modèle n'est pas normalisable. C'est-à-dire qu'il est très bien au niveau de l'ordre le plus bas, mais dès que vous voulez commencer à mettre des corrections, ça fait des infinis, et vous ne pouvez pas vous débarrasser de ces infinis. Donc vous ne pouvez rien faire de cette théorie.
Ça, c'était pour l'interaction faible. Puis alors, pour l'interaction forte, par contre, on a eu des accélérateurs, le CERN a commencé à fonctionner à la fin des années 50, les États-Unis, avec l'accélérateur de Brookhaven, ont commencé à fonctionner, et ça nous donnait des tas de résultats expérimentaux, et puis on s'apercevait qu'il y avait des tas de particules, il ne se passait pas, dans le début des années 60, il ne se passait pas une semaine sans qu'on découvre une nouvelle particule. Alors, une nouvelle particule, s'il fallait lui attacher un champ, on avait une prolifération des particules participant à l'interaction forte, ce qu'on appelle des hadrons, qui rendait à peu près désespérant l'idée de faire une théorie des champs. Donc les gens ont essayé des théories alternatives à la théorie quantique des champs, et donc beaucoup plus basées sur le principe des particules. Donc on utilisait déjà les diagrammes de Feynman, mais comme des sortes justement, c'était un moyen heuristique pour découvrir une éventuelle théorie des champs qui pourrait s'appliquer à l'interaction forte. Donc, en ce sens, effectivement, la théorie, la représentation des diagrammes de Feynman, elle a une puissance heuristique extraordinaire. Vraiment, exactement. Cela étant, quand on est formé dans cet état d'esprit de privilégier le point de vue particule, on utilise toujours, finalement, on se met tout de suite dans la représentation des impulsions et des énergies. Hein. Donc, on ne passe pas dans l'espace-temps, quoi. Et il faut faire ce passage dans l'espace-temps pour revenir au champ, quoi. Et ça, moi, je dois dire que personnellement, ça, dans ma formation, ça m'a manqué. J'ai dû apprendre après coup la théorie des champs pour m'en pénétrer. Bon, ça m'a permis peut-être d'avoir un peu plus de recul et puis peut-être d'avoir une vision un peu plus profonde de cette... Mais c'est ça. Alors, cela étant, je pense qu'effectivement, pour revenir à votre question sur la redondance, un même diagramme dans l'espace des moments, ça représente déjà une somme infinie de diagrammes dans l'espace-temps. Hein. Donc, bon, c'est déjà très concentré finalement. Hein. Alors, effectivement, il y a une redondance dans l'espace-temps, si vous voulez. Voilà, on peut dire que dans l'espace-temps, il y a de la redondance. Si je peux rajouter un tout petit commentaire par rapport au sujet de la conférence aujourd'hui, finalement, les diagrammes de Feynman, à la fin, ça représente des nombres. À la fin, effectivement, on pourrait les écrire comme des nombres. De la même façon que Rousseau voulait écrire la musique avec des nombres, et la grande importance, je pense, des diagrammes de Feynman, c'est le fait qu'effectivement, on peut les lire comme on lit la notation musicale, alors qu'on ne peut pas lire la notation de Rousseau. Et donc, effectivement, le parallèle est beaucoup plus très serré. Alors, on peut expliquer en deux mots comment on passe de là à un nombre pour que je pige. Ah oui, alors, effectivement, j'ai un peu omis de le dire, mais en fait, les règles de Feynman, il y a les diagrammes et les règles. Les diagrammes, c'est associé à chaque diagramme une certaine amplitude, c'est-à-dire un nombre complexe. Ensuite, le programme se poursuit. Normalement, comment ça se poursuit? Vous étudiez un processus relevant d'une certaine interaction fondamentale. Vous encodez les règles de cette interaction dans les diagrammes de base, dans les propagateurs et les vertex. Vous dessinez tous les diagrammes possibles. En réalité, comme ils sont un nombre infini, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous les caractérisez par leur topologie. Maintenant, à chaque diagramme, les règles de Feynman associent une amplitude. Alors, malheureusement, souvent, elle est définie par une intégrale qui diverge, mais la procédure de renormalisation vous permet d'extraire la partie finie de cette amplitude. Ensuite, vous sommez toutes les amplitudes, comme on somme des nombres complexes, et vous obtenez ainsi l'amplitude totale du processus, c'est-à-dire le nombre complexe dont le carré du module donne la probabilité que le processus ait lieu. Donc c'est quelque chose qui est directement comparable à l'expérience. C'est comme des nombres que l'on peut même ensuite mettre en musique et faire jouer dans un instrument. Vous voyez, c'est vraiment ce parallèle fonctionne très bien. Alors, ce qui se passe... Vous pouvez remonter dans l'inverse, à partant du nombre, vous pouvez remonter au diagramme de Feynman? Non, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, ce qui se passe entre physiciens, c'est un peu comme entre musiciens par rapport à des mélomanes. Vous voyez, des mélomanes qui, comme moi, ne savent pas lire une partition. On peut apprécier énormément la musique, mais sans savoir lire une partition. Mais des musiciens qui savent lire une partition savent découvrir une beauté dans la partition. Okay. Eh bien, c'est un peu la même chose. Les physiciens entre eux discutent quand ils dessinent un diagramme de Feynman. Ils n'ont pas besoin de refaire tout le truc. Ils savent que c'est faisable.
Mais bon, ils vont dire, ah, attention, tu as oublié tel diagramme, etc. Vous voyez. Et c'est un peu le même genre de relation, je pense, qui se passe dans la musique. Et les règles de Feynman dans la musique tonale, c'est le choix d'une tonalité, par exemple. Par exemple. Oui, exactement. Le choix d'une tonalité, absolument. Oui, voilà. Oui. Donner la règle de départ qui va permettre de faire toutes les variations. Micro. Vous parlez de l'expérience de 2008, de moyens, 1200 physiciens, 20 ans de travail, enfin des choses absolument extraordinaires. Alors quelque part, je pensais deux choses. Je me demandais si on avait quelque chose à faire dans la musique, à rechercher, est-ce qu'on aurait autant de moyens? C'est-à-dire si par exemple, on pensait que dans la musique, il y avait des espèces de particules fondamentales, est-ce qu'on aurait aussi tous les moyens? Bon, ça c'est une première. Mais l'autre côté, est-ce qu'on est si sûr de ça? Enfin, est-ce que quelque part, bon, on va vérifier, mais est-ce que déjà, on a l'impression, enfin, j'ai eu l'impression que c'était pratiquement une certitude qu'on allait le découvrir. Alors, bon, vous pouvez en dire un peu. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est la question qui vient immanquablement. Et puis, dans notre enthousiasme, on a toujours tendance à présenter les choses comme si c'était acquis. Disons, voilà, c'est l'épreuve de vérité de ce qu'on appelle ce modèle standard. Mais il faut voir ce que c'est qu'un modèle standard. Vous voyez, un modèle standard, c'est un ensemble. Ça intègre l'ensemble des conséquences de cette théorie qui ont été vérifiées expérimentalement. Et il y en a un nombre, vraiment, il y en a un nombre considérable. Donc, qu'est-ce que c'est que ce modèle standard? C'est la théorie de référence qui est telle que, pour aller au-delà, il faut au moins faire aussi bien. Donc, on ne le remplacera que par une théorie qui fait au moins aussi bien qu'elle. Et ça, c'est vraiment très difficile. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dépassable. Voilà. Elle sera certainement dépassée. Elle sera certainement dépassée. Cela étant, on a besoin de cette épreuve de vérité. Parce que là, vraiment, disons, si on ne trouvait pas ce boson de Higgs, ça serait vraiment un tremblement de terre au niveau de la connaissance scientifique. Ce qui peut se passer, c'est-à-dire, en gros, quel serait le scénario le pire qui pourrait arriver? C'est qu'on découvre le boson de Higgs et rien de plus. Ça voudrait dire, si c'est le cas, que la théorie qui dépassera le modèle standard est une théorie que les effets qui sont au-delà du modèle standard sont à des énergies immenses, hors d'accès expérimental. Et donc ça, c'est le scénario qu'on craint le plus. C'est ce qu'on appelle le désert. On aurait le LHC qui fonctionne à une dizaine de TeV, et la prochaine théorie qui dépassera le modèle standard serait à 10 puissance 13 ou 14 TeV. C'est-à-dire, si vous vouliez faire un accélérateur pour aller tester ces énergies, il faudrait qu'il ait les dimensions de la galaxie. Donc c'est exclu. Donc il faudrait se rabattre sur des effets extrêmement fins, ou alors se rabattre sur de la cosmologie. Ce ne sera pas désespéré. Ça signifie, à mon avis, si c'est ce scénario, bon, c'est la fin de la physique avec les accélérateurs, en gros. On fera encore un autre accélérateur pour mesurer avec une très grande précision ce qui est mesurable, en essayant de trouver des effets à la 10e ou 12e décimale qui pourraient être l'indice de cette physique au-delà du modèle standard. L'autre scénario, et c'est celui que tout le monde espère, c'est que la prochaine théorie, vous voyez, on travaille en fait avec ce qu'on appelle des théories effectives. En fait, le modèle standard n'est pas la théorie fondamentale, c'est une théorie effective qui fonctionne dans un certain domaine, dans un certain horizon. Et donc, on va de théorie effective en théorie effective. Et ce qu'on espère trouver, c'est la prochaine théorie effective qui englobera l'actuel, le modèle standard, mais qui ira un peu plus loin. Vous voyez? Et ça là, on espère qu'elle est là, qu'elle est à portée. Mais de là à dire que les expériences vont invalider ce modèle standard, ça serait extrêmement surprenant. C'est pour ça que j'ai une certaine tranquillité, vous voyez. Par contre,
je ne peux vraiment pas dire qu'on ne va pas tomber dans le désert. Hein. C'est pas du tout exclu. Alors maintenant, pour ce qui concerne la musique, est-ce qu'on a les mêmes moyens? Bon, il faut voir que ces moyens sont considérables, mais c'est une expérience unique dans le monde. Hein? Les Américains ont voulu en faire une. Et dans les années 90, alors ils étaient partis avec ils voulaient faire quelque chose de 10 fois plus puissant que le LHT. Ils ont commencé à creuser le tunnel où il fallait le faire, et au bout de 2 ans, le Congrès a arrêté de donner des crédits, ils ont dû abandonner, ils sont en train de combler le tunnel, hein, donc ça s'est arrêté. S'ils l'avaient fait, le LHT n'aurait pas pu se faire. Parce qu'on ne peut pas faire 2 expériences comme ça dans le monde, donc il n'y en a qu'une. C'est un coup, finalement, le CERN qui a construit avec une patience incroyable, il a maintenant 60 ans d'âge, le CERN, hein. Il a commencé par un accélérateur, il a amélioré, et puis il a toute une chaîne. L'accélérateur originel du CERN continue à fonctionner. Il sert d'injecteur pour les... Donc, le CERN fonctionne à budget constant. Le LEP a été fait à budget constant, le LHC est fait à budget constant. Bon, ça fait quoi? Ça va faire... Il y a peut-être 5000 physiciens dans le monde qui travaillent dans ce domaine. C'est pas énorme, hein. Si vous comparez le coût d'une expérience du LHT au coût de la Coupe mondiale de rugby, c'est comparable. Hein. Bon, alors franchement, c'est pas un problème. Alors en musique, par contre en musique, regardez toutes les performances qui se passent en musique, il y en a beaucoup quand même. La somme, l'intégrale totale de toutes les performances en musique, je pense que c'est comparable au LHT. Hein. Oui, puis on a creusé il y a 30 ans l'IRCAM en dessous du Bourg, donc ça tient aussi. Hein, donc, voilà. Toutes les choses importantes se font sous le sol. Quoi. Alors cela étant, je pense qu'il y a quand même aussi un élément de réponse qu'il faut donner. C'est que si on voit ces constructions qui se font, c'est fantastique, quoi, hein, vraiment, un détecteur en cours de construction, c'est quelque chose d'absolument formidable. La seule chose, je crois, à quoi on peut le comparer, c'est des grandes cathédrales gothiques ou des choses comme ça. Et en fait, si on regarde bien, cette physique des particules, je ne l'ai pas évoquée du tout ici, mais elle collabore avec la cosmologie qui étudie l'univers, et la coopération de ces 2 disciplines débouche sur une dimension temporelle, c'est-à-dire qu'on est en train de décrire la façon dont les structures, depuis le quark jusqu'au super amas de galaxies, se sont formées dans le temps. Donc ces 2 disciplines sont en train de nous offrir une véritable cosmogonie. Une cosmogonie scientifique. Le mécanisme de Higgs, c'est celui par lequel la lumière est apparue. Et c'est le mécanisme par lequel les masses des particules sont apparues. Les particules sont devenues massives. Donc c'est quand même une étape dans l'histoire de l'univers qui est quand même sacrément importante. Eh bien, qu'on dépense, que l'humanité consacre ce qu'elle a de meilleur pour essayer de répondre à ces interrogations fondamentales, ça peut se concevoir, quoi. Que la lumière soit, quoi. C'est presque ça. Hein. Oui, bon, je ne veux pas trop le dire, mais Vous avez mentionné comme par l'intégrale de chemin de Feynman, on peut reconstituer un cadre où s'applique avec des variantes, les principes géodésiques, moindre action. Oui. Pouvez-vous y revenir un instant? Est-ce que ça serait lié aussi à l'idée d'avoir une inversion du temps qui est due aussi à des questions de symétrie, puisqu'il y a la symétrie TCP qui doit être préservée, oui. Et c'est la raison. Est-ce que les 2 choses sont corrélées de quelque façon? Ah oui, les 2 choses sont corrélées. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre de la théorie quantique des champs, on a ce que l'on appelle le théorème PCT. C'est vraiment un théorème. Toutes les interactions sont invariantes par le produit P pour la parité d'espace, C pour la conjugaison de charge, c'est-à-dire changement d'une particule dans son antiparticule, et T, renversement du sens du temps. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas trouvé une seule interaction qui ne soit pas symétrique par PCT. Par contre, si on prend l'interaction faible, elle n'est invariante ni par P, ni par C, ni par T. Mais elle est invariante par le produit des 3. Bon. Et donc, il y a T là-dedans. Donc, il y a le renversement du sens du temps. Donc, est-ce que ceci pourrait être à l'origine de la flèche du temps? C'est une question qui se pose. Le fait que
PC soit violé, c'est qu'il y a une dissymétrie entre matière et antimatière. C'est très petit, cette dissymétrie. Et pourtant, si on regarde tout l'univers, on s'aperçoit qu'on ne voit que de la matière et pas de l'antimatière. Ça signifie qu'il y a une théorie, qui est due à Sakharov, qui explique que à un temps très très proche après le Big Bang, lorsque toutes les interactions étaient unifiées, il y a eu une petite violation de la symétrie matière-antimatière, qui fait que matière et antimatière se sont annihilées, sauf un petit excédent de matière, qui est un milliardième, et qui est de la matière dont nous sommes faits. Donc c'est aussi une interrogation tout à fait importante. Mais en tous les cas, cette symétrie PCT, elle est contenue dans la théorie quantique des champs, c'est-à-dire qu'elle est implicite dans l'écriture de ces diagrammes de Feynman. Complètement. Bon, ce serait quand même difficile que la musique arrive à s'égaler à cette cosmogonie quand même, je trouve. Mais enfin, sait-on jamais. Mais... Écoutez, je peux vous citer la préface du livre du chanoine Lemaître, qui est le père de la théorie du Big Bang. Oui. Sa préface a été faite par un philosophe que j'aime énormément, que j'apprécie énormément, qui est Ferdinand Gonset, c'est un philosophe suisse. Il a fait la préface de ce livre. J'ai su d'ailleurs par les travaux de Dominique Lambert, qui est un philosophe belge, qu'en fait il a influencé Lemaître. Et donc dans sa préface, le livre s'appelle L'hypothèse de l'atome primitif, et le sous-titre c'est Essai de cosmogonie. Donc, alors Gonset explique dans cette préface que l'homme ne peut pas se passer d'une hypothèse cosmogonique. Il dit l'hypothèse cosmogonique, c'est un peu comme la note principale qui donne à un accord toute sa valeur. Et d'autre part, il dit quelque part, il dit que quand on entre dans la cosmogonie, on dépasse la sphère de l'utile pour entrer dans la sphère du nécessaire. Et puis il dit, demande-t-on à quoi sert la 9e symphonie de Beethoven? Voilà, je voulais vous dire ça. Bon, bah, écoutez, je propose de terminer sur cette brillante conclusion. Santel, merci vivement de nous accueillir.